Tout au long du XXe siècle, elle incarne l'élégance à la française. Sur les écrans, elle est lumineuse, gracieuse, presque irréelle. Danielle Darrieux, c'est plus de son film, 8 décennies de carrière, une voix douce, un regard profond, une femme qui semble née pour séduire la caméra. Mais derrière cette longévité exceptionnelle se cache une faille. Un soupçon, une période trouble de sa vie que le cinéma français préfère encore éviter. Nous sommes en 1942. La France est occupée. Le cinéma, comme toute la culture, est placé sous l'œil vigilant de l'occupant nazi. Et pourtant, Danielle continue de tourner. Elle accepte de travailler pour la Continental Film, une société de production créée et contrôlée par les Allemands. Pire encore, cette même année, elle accepte de se rendre à Berlin, invitée par le régime nazi. Officiellement, elle y va pour représenter le cinéma français. Officieusement, c'est pour sauver son mari, arrêté et emprisonné en Allemagne. Les motivations sont floues. Le contexte est explosif. Et le retour en France sera glacial. À la Libération, de nombreux stars sont inquiétés, traînés dans la boue, tondus, bannis. Danielle, elle, échappe au pire. Mais pas au soupçon, pas au silence. Pas à cette gêne persistante qui colle à son nom pendant des années. Pourquoi a-t-elle accepté? Était-ce par amour? Par peur? Par ambition? A-t-elle pactisé avec l'ennemi ou tenté de protéger ce qu'elle avait de plus précieux? Sa carrière? Son homme? Son image? Ce que la France n'a jamais su trancher, c'est si Danielle Darrieux était une femme courageuse ou une actrice complaisante. Aujourd'hui encore, une zone d'ombre persiste au cœur de cette vie en apparence si lisse. Car si l'on gratte sous le vernis doré de l'étoile, on découvre une femme plus complexe, plus humaine, et peut-être plus blessée qu'on ne l'imagine. Voici l'histoire que le cinéma français a préféré oublier. L'histoire d'une icône de la lumière, éclaboussée par l'ombre. Danielle Yvonne Marie-Antoinette Darrieux, née le 1er mai 1917 à Bordeaux, dans une France encore marquée par les stigmates de la Grande Guerre. Son père, Jean Darrieux, est un médecin militaire d'origine alsacienne, souvent mobilisé et rarement présent à la maison. Sa mère, Marie-Louise Witkowski, issue d'une famille autrichienne catholique stricte, est une femme de devoir, discrète et exigeante. L'enfance de Danielle commence dans un cocon bourgeois, mais ce cocon va très vite se fissurer. À l'âge de 7 ans, le drame frappe. Son père meurt brutalement, la laissant orpheline d'un repère fondamental. Le vide laissé par cette disparition précoce ne sera jamais vraiment comblé. Danielle devient une enfant réservée, presque absente, qui apprend à se construire dans le silence. Un silence qui la suivra toute sa vie. Après la mort du père, la famille quitte Bordeaux pour Paris. La mère, passionnée de musique, devient professeure de chant pour subvenir aux besoins de ses enfants. L'éducation est stricte, sans place pour le caprice ou la faiblesse. Danielle, enfant docile et curieuse, se réfugie dans la musique. À 10 ans, elle entre au Conservatoire de Paris pour y étudier le violoncelle. Elle y découvre un monde nouveau, un espace de concentration, de discipline, mais aussi de liberté intérieure. La musique devient son refuge, son langage secret. Elle montre des aptitudes exceptionnelles, non seulement techniques, mais surtout émotionnelles. Elle n'est pas la meilleure en solfège, mais elle joue avec l'âme, dira plus tard l'un de ses professeurs. Une sensibilité rare, presque douloureuse, qui fascine déjà. Mais à l'école, Danielle ne trouve pas sa place. Trop timide, trop différente, elle est moquée pour sa diction parfaite, son allure rangée, son regard absent. Elle s'isole, observe les autres, apprend à décrypter les comportements humains comme on étudie une partition. Elle développe une capacité étrange à mimer les émotions, à les absorber sans les vivre pleinement. Une forme de dissociation émotionnelle qui, plus tard, fera d'elle une actrice magnétique. La vie bascule une première fois à ses 14 ans. Nous sommes en 1931. Grâce à un concours de circonstances et à une connaissance de sa mère, Danielle est remarquée par un réalisateur, Marc Allégret. Il cherche une adolescente pour jouer dans une comédie légère intitulée Le Bal. Danielle passe une audition. Elle est naturelle, douce, spontanée. Devant la caméra, elle n'a pas besoin de forcer, elle existe. On lui offre le rôle. Le Bal sort la même année et connaît un succès inattendu. Le public découvre une adolescente à la beauté désarmante, au charme discret mais envoûtant. La presse s'enflamme. Très vite, les propositions affluent. On veut revoir cette jeune fille qui semble née pour le grand écran. Mais derrière cette ascension fulgurante, une réalité plus trouble s'installe. Danielle n'a rien choisi. C'est sa mère qui signe les contrats, qui gère les cachets, qui oriente les décisions.
la carrière de Danielle devient une affaire familiale. La jeune fille, docile, ne dit rien. Elle obéit. Elle joue. Elle apprend à se couler dans les rôles qu'on lui impose. Dans l'intimité, elle commence à s'éteindre. Elle ne rêve pas de gloire. Elle ne comprend même pas encore ce qu'est une star. Ce qu'elle veut, c'est la paix. L'attention d'une mère trop occupée à faire fructifier le talent de sa fille. L'amour d'un père disparu trop tôt. Et peut-être, au fond, la liberté d'être une adolescente comme les autres. Mais cette liberté-là, Danielle ne la connaîtra jamais. À 16 ans, elle devient le pilier économique de sa famille. À 17 ans, elle enchaîne les tournages. Elle découvre les studios, la lumière des projecteurs, les longs jours de prise, les hommes plus âgés, les regards insistants. Elle garde tout pour elle. Elle encaisse. Déjà, elle comprend que pour durer, il ne suffit pas d'être belle ou douée. Il faut savoir se taire. Son enfance s'efface dans la mécanique du cinéma. Elle n'aura jamais vraiment le temps de devenir adulte. Elle passera directement de l'adolescente muette à la femme fatale. Et ce rôle-là, elle ne pourra plus jamais le quitter. Danielle Darrieux n'a pas eu de jeunesse. Elle a eu une carrière. Elle n'a pas eu de crise d'adolescence, ni de rébellion, ni de premiers amours ordinaires. Elle a eu des horaires de tournage, des plateaux, des exigences de perfection. Et c'est cette précision, cette élégance, cette tenue qui la caractériseront toute sa vie. Venez de là, d'une jeunesse volée, d'une vie contrôlée trop tôt, d'un chagrin d'enfant jamais exprimé. L'histoire de Danielle commence donc ainsi, non pas par un rêve, mais par une disparition. Celle de son père. Et à partir de ce vide, elle apprendra à incarner ce que les autres veulent voir. Parce qu'elle est. À l'âge où d'autres jeunes filles apprennent à danser ou à écrire leurs premiers poèmes, Danielle Darrieux enchaîne les tournages. À 15 ans, elle est déjà la nouvelle coqueluche du cinéma français. Elle tourne 2, 3 films par an. Son charme naturel, sa voix mélodieuse et sa photogénie évidente la rendent irrésistible pour le public et pour les producteurs. Dans une France encore convalescente de la crise économique, les salles de cinéma deviennent des refuges. On y vient pour oublier, pour rêver. Et Danielle, avec sa grâce tranquille, devient ce rêve. Elle incarne une forme de légèreté sophistiquée, une jeunesse insouciante mais digne. Elle ne surjoue jamais. Elle est. Et cela suffit. Rapidement, elle devient l'une des actrices les plus sollicitées du pays. En 1935, à seulement 18 ans, elle joue dans Dédé aux côtés d'Albert Préjean. Puis vient Club de femmes, Maillarligne, Abus de confiance. Et surtout, La crise est finie, qui la consacre comme icône de l'entre-deux-guerres. Mais Danielle ne se contente pas du succès national. Très tôt, Hollywood l'appelle. En 1938, elle signe un contrat avec Universal Pictures et part tourner sur Rage of Paris. Elle y interprète une jeune femme ambitieuse, piquante, pleine d'aplomb, un rôle taillé pour elle. Le public américain tombe sous le charme. On lui propose d'autres projets. Tout semble possible. C'est à cette époque qu'elle rencontre Paul Morand, le diplomate et écrivain, puis surtout Porfirio Rubirosa, célèbre playboy dominicain qu'elle épouse. C'est un mariage étourdissant, romanesque et rapidement toxique. Rubirosa est jaloux, volatile, souvent infidèle. Il l'adore autant qu'il l'étouffe. Leur relation est passionnée mais orageuse. Danielle commence à comprendre que la vie privée d'une star n'échappe jamais vraiment au regard public, ni aux manipulations. Lorsqu'elle revient en France à la veille de la Seconde Guerre mondiale, elle est au sommet de sa gloire. Elle est l'actrice la mieux payée de sa génération. Elle peut choisir ses rôles, ses partenaires, ses metteurs en scène. Le cinéma français lui appartient. Mais cette position d'icône a un prix. Sur les plateaux, on la veut parfaite. Toujours impeccable, jamais en retard, jamais capricieuse. Et elle l'est. Professionnelle jusqu'au bout des ongles. Trop peut-être. Certains techniciens la trouvent froide. D'autres parlent d'une distance étrange, d'un voile permanent dans le regard. Comme si Danielle jouait toujours, même en dehors du cadre. En coulisses, l'épuisement s'installe. Le rythme est infernal. Tournage de jour, promotion le soir, gala le week-end. Elle dort peu, mange peu, vit au rythme de la lumière artificielle. Elle enchaîne les rôles de femmes idéales, d'épouses loyales, de jeunes filles pures, mais commence à ressentir un malaise grandissant. Car si sa carrière décolle, sa vie intérieure, elle, se vide peu à peu. Danielle sent qu'elle est en train de devenir une image, une figure de papier glacé, loin de ses émotions, loin d'elle-même. Elle sourit pour la caméra, elle répond avec politesse en interview, mais dans l'intimité, elle doute. Elle ne sait plus très bien ce qu'elle désire,
ce qu'elle pense, ce qu'elle ressent. Elle n'a pas le droit de flancher. Pas maintenant. Pas au sommet. Alors elle continue. Elle accepte de tourner pour la Continental Film, la société fondée sous l'occupation par les Allemands. Elle y voit une façon de travailler, de rester visible, de ne pas disparaître. Elle tourne Premier Rendez-vous, Caprice, La Fausse Maîtresse. Le public l'adore. Il ne sait pas encore ce qu'il ignore. Ce que personne ne voit ou ne veut voir, c'est que Danielle est en train de glisser. Doucement, lentement, elle a connu une ascension si rapide, si verticale, qu'il devient presque inévitable de redouter la chute. Car au sommet, l'air est plus rare, les regards plus perçants, et le vide plus profond. Ce que Danielle ne sait pas encore, c'est que le monde autour d'elle est en train de changer. La guerre, les suspicions, les compromissions vont bientôt venir troubler cette image de perfection. Et que derrière la star, une femme est en train de se fissurer. À l'écran, elle brille plus que jamais. Mais hors champ, les lignes se brouillent. Nous sommes au début des années 1940. La France est à genoux. Paris est occupé. La culture française est sous contrôle. Beaucoup d'artistes fuient. D'autres résistent en silence. Danielle Darrieux, elle, reste. Elle continue de tourner, sous la bannière de la Continental Film, une société de production allemande basée à Paris et dirigée par Alfred Goven, sous la supervision directe du ministère de la propagande nazie. Pour le public, elle incarne l'évasion. Pour d'autres, elle devient le symbole d'une compromission inavouée. La vérité est plus complexe. En 1942, elle accepte de se rendre à Berlin. Officiellement, c'est une visite culturelle, une délégation d'artistes français invités à promouvoir la coopération cinématographique. Officieusement, Danielle a un but personnel. Faire libérer Porfirio Rubirosa, son mari, emprisonné en Allemagne pour ses positions anti-nazies. Ce voyage en territoire ennemi fait scandale. Certains y voient une trahison. D'autres, un acte d'amour. Mais Danielle, elle, reste silencieuse. Elle ne se justifie pas. Elle s'enferme dans une réserve énigmatique qui alimente toutes les rumeurs. À la Libération, alors que la France règle ses comptes, la chasse aux collaborateurs éclate. Certaines actrices sont tendues en public, humiliées, radiées à vie. Danielle, protégée par son immense popularité et par des appuis haut placés, échappe à la vindicte. Mais le mal est fait. Sa réputation est entachée. Le cinéma français, soudain, se détourne d'elle. Elle quitte Paris. Elle s'exile quelques années en Suisse. Les propositions se font rares. Elle devient une ombre. Ce silence forcé, cette mise à l'écart, réveille en elle une angoisse ancienne, celle de n'exister qu'à travers le regard des autres. Pour la première fois depuis l'âge de 14 ans, Danielle est seule, sans rôle, sans miroir. Et ce qu'elle découvre dans cette solitude la désarme. Elle réalise qu'elle ne sait plus qui elle est. Derrière les paillettes, elle découvre une femme vide, fragmentée, toujours en représentation, même dans l'intimité. La dépendance à l'image publique la rongée de l'intérieur. Elle a traversé la guerre comme on traverse un rêve opaque, sans s'arrêter, sans réfléchir, sans se regarder. Ses relations amoureuses se brisent. Avec Rubirosa, c'est la fin. Leur mariage est un champ de ruines. Ils s'envolent vers d'autres conquêtes. Elle reste seule avec ses regrets. Puis viennent d'autres hommes, d'autres essais, mais jamais un véritable ancrage. Elle est belle, brillante, mais insaisissable. Avec le temps, une forme de mélancolie s'installe. Danielle n'est pas dépressive. Elle est lasse. Lasse d'avoir toujours été à la hauteur. D'avoir dû incarner l'élégance, la légèreté, la perfection, alors qu'en elle, l'enfant silencieuse de Bordeaux n'a jamais cessé d'exister. À cette époque, elle se réfugie dans la musique. Elle reprend le violoncelle, seule, sans public. Le contact avec l'instrument la ramène à ses premières émotions. Celles d'avant la célébrité. Avant les rôles. Avant les jugements. Mais cette paix est fragile. Éphémère. Dans les années 1950, elle tente un retour. Elle tourne à nouveau. Avec Claude Tonara, Sacha Guitry, Henri Decoing. Mais quelque chose a changé. Elle n'est plus la jeune ingénue. Elle est une femme. Une actrice mûre, marquée. Et pourtant, dans l'inconscient collectif, elle reste la jeune fille idéale du cinéma d'avant-guerre. Elle devient prisonnière de son image. Ce piège de la perfection, elle en souffre. Personne ne lui pardonne de vieillir, de douter, de s'assombrir. On veut qu'elle reste Danielle Darrieux, telle qu'elle était dans Mayerling, Premier Rendez-vous ou Madame II. Mais cette femme-là n'existe plus.
Et peut-être n'a-t-elle jamais existé. En 1960, elle déclare dans une rare interview « Je n'ai pas eu de jeunesse. Je suis passé de l'enfance au métier. J'ai vécu en surface. » Une confession douce, presque inaudible. Mais qui dit tout? Danielle Darrieux n'a jamais connu de chute spectaculaire, de scandale tonitruant. Mais sa descente fut lente, souterraine, imperceptible. Une érosion progressive de la joie, une perte silencieuse d'elle-même. Le plus grand rôle de sa vie n'était pas au cinéma. C'était celui qu'elle jouait pour survivre. Il n'y a pas eu de drame fracassant. Pas de suicide. Pas d'accident. Pas d'effondrement public. Chez Danielle Darrieux, tout s'est fait en silence. Y compris la tragédie. À mesure que les années passent, l'actrice continue de tourner. Elle joue dans des films d'auteur, des comédies, des drames. Elle travaille avec Jacques Denis dans Les Demoiselles de Rochefort, puis François Ozon dans Mi-Femme. Mais même lorsqu'elle est à l'écran, elle semble déjà s'en éloigner. Sa présence est plus diffuse, plus douce, presque fantomatique, comme si elle était déjà ailleurs. Dans la vraie vie, elle se retire peu à peu du monde. Elle quitte Paris, la ville des Lumières, pour se réfugier dans le calme de sa maison à Bois-le-Roi, puis dans l'Orne, à quelques kilomètres de tout. Elle vit avec son troisième mari, Georges Mitsikides, un scénariste discret et loyal qu'elle a épousé en 1965. C'est une relation paisible, loin des passions destructrices du passé. Elle trouve enfin une forme de paix, mais cette paix a un prix, l'effacement. Les apparitions publiques se raréfient. Elle refuse les interviews, fuit les plateaux télé, décline les hommages trop appuyés. Lorsqu'on lui rend un César d'honneur, elle accepte avec élégance mais sans émotion. Elle sourit, comme toujours, mais ses yeux sont loin. Très loin. Dans les derniers entretiens qu'elle accorde, elle parle peu. Elle choisit ses mots avec une extrême prudence. Elle parle de la vieillesse comme d'un costume trop large, d'une peau qu'on ne reconnaît plus, et de cette solitude invisible que ressentent ceux qu'on a trop admirés. Car c'est là que réside la tragédie de Danielle Darrieux. Dans ce fossé entre ce que le monde projette sur elle, l'élégance, la grâce, l'éternelle jeunesse, et ce qu'elle vit dans sa chair, dans son âge, dans son silence. À plus de 90 ans, elle perd peu à peu ses forces. Son mari meurt en 2011, après 46 ans de vie commune. À partir de là, elle s'éteint lentement. Elle cesse presque totalement de parler. Elle reste assise des heures face à la fenêtre, le regard posé sur le jardin, comme si elle attendait quelque chose. Ou quelqu'un, toujours maquillée légèrement, toujours coiffée avec soin, mais presque absente, comme si elle avait déjà commencé à quitter ce monde, doucement, sans bruit. La dernière fois qu'on l'a vue en public, c'était à l'occasion d'un hommage discret au cinéma français. Elle n'a pas pris la parole. Elle s'est contentée de saluer la salle, d'un geste lent, presque timide, comme une actrice qui tire sa révérence après la dernière scène. Danielle Darrieux meurt le 17 octobre 2017, à l'âge de 100 ans, dans son sommeil, chez elle, loin de tout, dans cette campagne normande où elle s'était retirée. Pas d'annonce officielle immédiate, pas de cérémonie grandiose, juste un communiqué simple, sobre, presque pudique. Et ce détail, bouleversant, dans ces derniers jours, elle avait demandé qu'on lui lise des poèmes. Pas des critiques, pas des souvenirs de tournage. Des vers, des choses qu'on écoute en fermant les yeux. Comme une musique, comme un adieu. Elle n'a jamais laissé de mémoire, jamais écrit sa vérité. Elle n'a jamais corrigé ce qu'on disait d'elle, ni démenti ce qu'on insinuait. Elle est partie comme elle a vécu, en se taisant. Et c'est peut-être ça, sa tragédie la plus intime. Avoir été tant regardée, tant aimée, tant admirée, sans jamais avoir pu se raconter. Danielle Darrieux n'a jamais été une actrice comme les autres. Elle a traversé près d'un siècle de cinéma, sans jamais vraiment quitter la scène. De l'ombre du muet aux couleurs numériques, elle a tout connu, tout vécu. Et pourtant, elle reste insaisissable. Ceux qui l'ont côtoyée parlent d'une femme d'une extrême courtoisie, mais toujours à distance. Une actrice qui savait se fondre dans ses rôles avec une précision troublante, mais qui, une fois les caméras éteintes, redevenait presque invisible. Elle était là, présente, professionnelle, mais jamais vraiment offerte. Pour Catherine Deneuve, qui a joué à ses côtés dans Mi-Femme, elle était la grasse-faite femme. Pour les cinéastes, elle était une bénédiction, jamais capricieuse, toujours prête, toujours juste. Pour le public, elle restera la figure d'une élégance perdue. Une époque révolue. Mais au-delà des éloges, une question demeure. Avons-nous vraiment connu Danielle Darrieux? Avons-nous compris ce que cela signifie d'être célèbre à 14 ans?
Adoré à 20, soupçonné à 25, et figé à jamais dans une image que l'on n'a pas choisie, quelle solitude naît de cette lumière constante? Quelle fatigue vient d'une vie où l'on doit toujours être parfaite, souriante, irréprochable? Danielle Darrieux a peut-être été plus qu'une star. Elle a été un mystère. Une femme qui, toute sa vie, a préféré incarner plutôt qu'expliquer, jouer plutôt que se livrer. Aimer in silence. Souffrir sans déranger. Et c'est peut-être là, au fond, la leçon qu'elle nous laisse. Que derrière les plus grandes icônes se cachent parfois les douleurs les plus silencieuses. Que l'élégance, souvent, est une manière pudique de dissimuler des blessures. Et que même ce qu'on croit connaître nous échappe. Danielle Darrieux a éliminé le cinéma français. Mais personne ne saura jamais vraiment ce qui brûlait derrière cette lumière.